Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'une grande saga du cinéma, Le Parrain. Donc, Le Parrain de Francis Ford Coppola, que tout le monde connaît, avec la célèbre musique tan 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 tan. J'adore. Voilà. Donc, Le Parrain, c'est un film américain de Francis Ford Coppola, sorti en 1972, produit par les studios Paramount. Le film est une adaptation du roman du même nom de Mario Puzo. L'histoire se déroule entre 1945 et 1955 et est centrée sur la famille Corleone, l'une des plus grandes familles de la mafia américaine. La famille aborde le sujet de la succession du patriarche de la famille, Vito Corleone, dit le parrain, Marlon Brando, de l'ascension de son plus jeune fils, Michael Al Pacino, qui initialement souhaite rester en dehors des activités criminelles de la famille. Mais à cause d'un enchaînement de circonstances tragiques, Michael finit par en devenir le membre le plus impitoyable et le plus important. Le Parrain est considéré comme l'un des plus grands films du cinéma mondial, l'un des plus influents, spécialement dans le genre des films de gangsters. Il est classé à la 2e place de l'un des meilleurs films du cinéma nord-américain par l'American Film Institute, derrière Citizen Kane. En 1990, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Francis Ford Coppola réalisa 2 suites à ce film, Le Parrain 2e partie en 1974 et Le Parrain 3e partie en 1990. Le film remporta 3 Oscars, celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando, du meilleur scénario adapté pour Puzo et Coppola. Il a reçu aussi 7 nominations dans d'autres catégories, incluant Al Pacino, James Caan, Robert Duvall pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et Francis Ford Coppola pour celle du meilleur réalisateur. C'est un film qui dure 175 minutes. Il faut le savoir, hein, c'est un long film. Donc, résumé détaillé. À la fin de l'été 1945, dans sa résidence de Long Island, dans l'État de New York, Don Vito Corleone, surnommé le Parrain, est le chef de la famille mafieuse Corleone. Entouré de toute sa famille et d'invités, il organise chez lui le mariage de sa fille Constanza, surnommée Connie, à Carlo Rizzi, un bookmaker faisant partie de la famille. Conformément à la tradition, aucun Sicilien ne peut refuser de rendre service un jour du mariage de sa fille. Ainsi, Don Corleone, entouré de son fils Santino, dit Sonny, et son fils adoptif, l'avocat Tom Hagen, reçoit tour à tour plusieurs personnes cherchant à obtenir les faveurs du parrain. Tout d'abord, il accueille Amerigo Bonacera, un employé des pompes funèbres qui demande à Don de venger sa fille qui a été battue par des brutes, les tribunaux ne lui ont pas ayant donné justice. Corleone refuse tout d'abord, du fait du manque de respect montré par Bonacera à son égard. Il refuse aussi l'argent que Bonacera lui propose, car Corleone cherche à le vassaliser par une dette. Quand Bonacera fait finalement allégeance au parrain,
Après que celui-ci ait fait remarquer son manque de respect, le Don accepte de rendre service à Bonacera comme un cadeau, non sans lui rappeler qu'il pourra peut-être lui demander un service en retour. Bonacera parti, le Don confie l'affaire à l'un de ses lieutenants, Clemenza, qui la fera exécuter par son sous-fifre Poligato. Ensuite, il rejoint Johnny Fontane, le filleul de Don Corleone, et crooner sur le déclin, qui vient de voir son parrain pour profiter de son influence afin de faire carrière dans le cinéma à Hollywood. Alors qu'il cherche à obtenir un rôle dans un film pour lequel il serait parfait, le producteur du film, Jack Waltz, refuse en raison de désaccords et du comportement déplacé de Fontane envers une jeune actrice débutante que Waltz désirait aussi. Le Don, réprimandant Johnny pour sa géniardise, lui affirme que l'affaire sera réglée et qu'il va faire au producteur une offre qu'il ne pourra pas refuser. Pendant le mariage, le plus jeune fils de Don, Michael, de retour de la Seconde Guerre mondiale, en héros médaillé, explique sa petite amie Kay, qui ignore tout des pratiques et des règles propres au milieu mafieux, la façon violente dont son père règle les affaires avec ses concurrents. Il lui dit que ce sont les méthodes de sa famille, mais pas les siennes, car il entend rester à l'écart. Le troisième fils de Don Corleone, Fredo, participe aussi à la noce. Le soir même, Tom Hagen, le consigliere, conseiller de la famille, se rend à Hollywood afin de persuader le producteur Jack Waltz de choisir Johnny Fontane dans son prochain film. D'abord refoulé par le réalisateur lorsque Hagen se présente sur son plateau de tournage, il est finalement invité à dîner dans une luxueuse propriété lorsque celui-ci apprend qu'il travaille pour Don Corleone. Avant le repas, Waltz présente à son invité le cheval de course qu'il vient d'acquérir, Khartoum, qu'il a payé $600,000. Au cours du dîner, Waltz annonce son ménagement à Hagen, son refus d'engager Fontane comme acteur principal de son futur film. Tom Hagen s'en va faire une esclandre, indiquant que Don Corleone aimerait être informé rapidement des mauvaises nouvelles. Au petit matin, Waltz se réveille et découvre avec horreur la tête décapitée de Khartoum dans son lit, baignant dans son sang. Par la suite, Don Corleone est approché par Virgil Sollozzo, alias le Turc, un mafieux sicilien qui tente d'installer à New York le trafic d'héroïne, un nouveau marché très lucratif. Avant l'entrevue, Sonny et Tom Hagen manifestent leur envie d'entrer dans ce marché. Selon eux, si la famille Corleone ne le fait pas, les ressources financières obtenues grâce au trafic de drogue par les autres familles mafieuses de New York leur permettront de corrompre plus de juges et de policiers que Corleone, et en définitive de les marginaliser. Don Corleone accepte de rencontrer Sollozzo. Sollozzo, allié à la famille Tattaglia, que, comme l'a découvert Tom Hagen, cherche une protection juridique et politique, que Don peut lui fournir ayant les autorités new-yorkaises dans sa poche, ainsi qu$1 million, ce qui lui servirait à développer son trafic, en contrepartie d'un pourcentage sur la vente d'héroïne. Mais Don Corleone, inquiet de l'image qu'il donnera à ses amis politiciens et aux juges et aux policiers qu'il soudoie s'il acceptait d'être lié à un trafic de drogue, décline poliment l'offre de Sollozzo et lui explique pourquoi. Il lui affirme même qu'il préfère concentrer ses trafics sur les trafics habituels, à savoir les jeux d'argent clandestins et la prostitution, selon lui mieux toléré que le trafic de narcotiques qu'il trouve trop dangereux. Il souhaite néanmoins bonne chance à Sollozzo, son activité n'entrant pas en conflit avec les siennes. Après la rencontre, le Don réprimande Sonny pour avoir fait état de son intérêt devant Sollozzo. Il envoie ensuite Luca Brasi, un de ses fidèles hommes de main, particulièrement redouté, pour obtenir des informations sur la famille Tattaglia.
Brasi, sur ordre du Don, fait croire qu'il est insatisfait, qu'il veut changer de famille, mais il finit assassiné par Sollozzo et ses sbires dans un bar de Bruno Tattaglia, le fils de Don Tattaglia. Lors d'une sortie en ville à New York avec son fils Fredo, Don Corleone est victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par Vigile Sollozzo. Alors qu'il achète des oranges dans un petit magasin de rue, il est attaqué au revolver par 2 hommes. Atteint de 5 balles, il survit miraculeusement, mais se trouve dans un état critique. Sollozzo, qui pense que le Don est mort, fait enlever Tom Hagen pour que celui-ci transmette une nouvelle offre à Sonny. Cependant, ce dernier refuse de prendre en compte l'offre de Sollozzo après la tentative d'assassinat de son père, décidant d'attendre des informations glanées par Luca Brasi. Mais lorsqu'un paquet contenant un poisson mort enroulé dans le gilet pare-balles de Brasi est livré au Corleone, Sonny comprend que ce dernier a échoué. Il reconnaît ce message traditionnellement utilisé par la mafia calabraise et signifiant que Luca Brasi dort avec les poissons. Sonny, désormais à la tête de la famille Corleone, en tant que fils aîné, se prépare alors à la guerre totale contre les 4 autres familles criminelles de la ville. Il ordonne ensuite l'un des caporegime, lieutenant de la famille Corleone, Pete Clemenza, de tuer Paoli Gatto, le garde du corps et chauffeur du Don blessé, convaincu que c'est lui qui a trahi le Don. Michael Corleone, qui ne participe pas officiellement aux affaires de la famille, et qui donc mène une vie à part avec Kay à New York, découvre par hasard en lisant le journal que son père était victime d'une tentative de meurtre et qu'il est présumé mort. Après s'être informé au téléphone grâce à Sonny, Michael s'en rend immédiatement à l'hôpital où son père a été amené. Mais à peine arrivé, il ne trouve ni policier en faction, ni garde du corps auprès de son père. Celui-ci ont été arrêtés ou déplacés par la police. Michael comprend alors que son père est en danger. Avec l'aide d'une infirmière, il déplace le lit de son père vers une autre chambre. Le Don, très affaibli mais conscient, verse une larme quand Michael lui assure qu'il va veiller sur lui. Puis il enrôle un innocent boulanger italien, venu présenter ses respects à son père, pour simuler la présence de garde du corps devant l'hôpital en adaptant une posture menaçante. C'est alors qu'une voiture arrive, chargée d'hommes à l'allure inquiétante. La voiture s'arrête un instant puis repart. En voyant les 2 hommes mettre la main à leur poche, comme s'ils s'apprêtaient à dégainer une arme. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux avec à sa tête le capitaine McCluskey. Ce dernier, accusé par Michael d'être corrompu par Sollozzo, frappe Michael au visage, lui cassant la mâchoire. Sur le point de se faire arrêter malgré son statut de héros de guerre et son casier judiciaire vierge, Michael est tiré d'affaire in extremis par l'arrivée de Tom Hagen, accompagné d'hommes de main du clan Corleone. Hagen se fait réinstaller ses hommes au chevet du Don, indique à McCluskey qu'il devra s'expliquer devant la justice en cas d'interférence. Comprenant qu'il ne peut rien faire, McCluskey abandonne la partie et repart avec ses hommes. La guerre à New York. Le lendemain matin, Clemenza, Tom Hagen et Michael Corleone découvrent qu'une centaine de gardes surveillent la propriété de la famille Corleone à Long Island. Le collègue de Clemenza, Salvatore Salitesio, lui explique que le matin même à 4 heures, Sonny a fait tuer en guise de représailles Bruno Tattaglia, le fils de Don Tattaglia et principal allié de Sollozzo. La guerre est alors totale. Michael décide de s'impliquer dans les affaires familiales. Se rendant compte que Sollozzo ne s'arrêtera pas tant que son père ne sera pas mort, il se porte volontaire pour assassiner Sollozzo et McCluskey lors d'une réunion prévue pour mettre fin au conflit. Malgré l'hostilité de Sonny pour ce plan, grâce au réseau d'indices de la famille qui surveille la police,
Sonny apprend le lieu du rendez-vous à la dernière minute, un restaurant du Bronx. Clemenza fait placer un pistolet dans les toilettes du restaurant. Lors d'une réunion, Michael s'excuse pour aller aux toilettes, prend l'arme et abat Sollozzo et Max Kluxi, puis quitte les lieux en jetant l'arme à terre, comme Clemenza lui a conseillé de le faire. En commettant ce meurtre, Michael plonge définitivement dans la criminalité. Don Corleone, de retour de l'hôpital, apprend que Michael a tué Sollozzo et McCluskey, alors qu'il avait volontairement tenu à l'écart des opérations illégales et ayant pour lui des aspirations politiques. Par la suite, Michael est envoyé en Sicile, à Corleone, la ville natale de son père, sous la protection de Don Tommasino, un ami de Vito et un partenaire de longue date en affaires. Là-bas, Michael rencontre Apollonia, une jeune femme dont il tombe amoureux et qui deviendra son épouse peu de temps avant d'être tuée dans l'explosion d'une voiture piégée destinée à Michael. À New York, Sonny corrige son beau-frère Carlo pour avoir le mêle à vin sur sa sœur Connie. Mais Carlo récidive et bat une seconde fois Connie, alors enceinte. Foudrage, Sonny parcelle enfin de lui régler son compte, mais Carlo, qui trahit la famille Corleone, est aidé en secret par les hommes de main d'une famille concurrente. Ceux-ci attendent Sonny à un péage routier et l'assassine dans sa voiture en le criblant de balles. Plus tard, Don Corleone sollicite Amerigano Bonacera, qui a une dette envers lui, afin qu'il s'occupe de son fils et s'efforce de le rendre présentable lors de ses funérailles, pour épargner à sa mère des souffrances supplémentaires. Afin de mettre un terme à ce cycle de tuerie, Don Corleone, qui a récupéré de ses blessures, recherche la paix avec les autres familles de New York, notamment pour que son fils Michael puisse revenir en Amérique. Durant une rencontre semée avec les autres familles, il se rend compte que ce n'est pas Don Tattaglia qui tire les ficelles, mais Don Barzini, ce dernier étant à la manœuvre dans cette guerre est le vrai responsable du meurtre de Sonny. Après plus d'un an d'absence, Michael rentre de Sicile. Il reprend ensuite contact avec Kay et le convainc de se marier avec lui. Il lui assure que dans 5 ans, les affaires de la famille Corleone seront totalement légales. Fredo, le plus timoré des frères Corleone, désormais l'aîné, est envoyé à Las Vegas pour apprendre les affaires dans les casinos. L'ascension de Michael Corleone. À New York, les Caporegime, Clemenza et Tessio se plaignent d'être harcelés par la famille Tattaglia et veulent la permission de contre-attaquer. Quand Michael, qui à son père a désormais transféré tous ses pouvoirs de chef de famille et donc de parrain, refuse parce que, leur dit-il, les choses sont en cours de négociation. Les deux hommes demandent la permission aux Don de fonder leur propre famille, comme cela leur avait été promis par le passé. Michael leur répond qu'il a pour projet de faire migrer les affaires illégales de la famille Corleone dans une entreprise légale au sein des casinos du Nevada. Cela fait que Clemenza et Tessio pourront former leur propre famille à New York. À Las Vegas, dans l'hôtel casino en partie financé par la famille Corleone, dirigé par le sulfureux Mo Green, Michael retrouve son frère Fredo à Johnny Fontane. Il propose à ce dernier de signer un contrat comprenant plusieurs spectacles dans l'année au casino, l'incitant à obtenir ses amis de Hollywood qu'il fasse de même. Johnny accepte sans problème, heureux de pouvoir rembourser la dette morale qu'il a envers son parrain. Peu après, Michael propose à Mo Green de racheter son casino, ce qui provoque la colère de ce dernier qui affirme avoir déjà négocié en ce sens avec Don Barzini. Fredo, qui travaille en tant que subordonné de Mo Green, essaye de faire intervenir Tom Hagen pour qu'il parle à Don DeVito. Mais Hagen lui répond que le Don est en semi-retraite et que c'est Michael qui est désormais le seul responsable des affaires de la famille Corleone. Quand Michael lui dit à Mo Green qu'il attend son offre pour le rachat du casino, ce dernier, de rage, quitte la pièce.
Peu après, Fredo reproche à Michael sa conduite envers Moe Greene, une figure influente de Vegas. Mais Michael lui répond froidement que bien qu'étant son frère aîné et l'aimant beaucoup, il ne doit plus jamais prendre parti contre la famille en public. Il retourne ensuite à New York. De retour à Long Island, Michael rend visite à son père qui le conseille sur la stratégie adoptée et les possibles tentatives d'assassinat dont il pourrait être la cible. Don Vito lui avoue également qu'il avait espéré qu'il ne soit pas, lui, son plus jeune fils, mêlé aux affaires criminelles de la famille. Rêvant qu'il devienne un homme politique influent et respectable. Il lui avoue qu'il n'a pas fait assez pour protéger sa famille. Et son fils assure qu'il va tout s'arranger. Peu après, Don Vito meurt d'une crise cardiaque alors qu'il jouait avec son petit-fils dans le jardin. Pendant l'enterrement, Tessio, maintenant à la tête de sa propre famille, propose à Michael une réunion avec Don Barzini, l'assurant de sa protection sur son territoire. Mais avant de mourir, Vito Corleone avait prévenu Michael que ses ennemis essaieraient de le tuer en utilisant un homme de confiance de son organisation. Tessio démasqué et fait éliminer par Michael. Michael complote ensuite l'assassinat des chefs des autres familles de New York, Philippe Tattaglia, Emilio Barzini, Victor Strachey, Raphaël Cuneo, ainsi que Moe Greene à Las Vegas. Tous ces meurtres sont commis pendant que Michael assiste à la cérémonie de baptême du deuxième fils de Connie et de Carlo, Michael Francis Ricci, dont il est le parrain. Après la cérémonie, Michael questionne Carlo au sujet de la mort de Sonny et lui fait admettre sa participation à l'assassinat. Lui ayant fait croire qu'il allait l'épargner pour obtenir son aveu, Michael le fait ensuite exécuter dans la voiture censée l'amener à l'aéroport. Plus tard, Connie accuse Michael d'avoir commandité le meurtre de Carlo, qui a été témoin de la scène hystérique de Connie, demande des explications à Michael, et ce dernier est inflexible, lui disant « Ne m'interroge pas au sujet de mes affaires, Kay ». Devant son insistance, Michael accepte une question de Kay, mais seulement pour cette fois, pour finalement, les yeux dans les yeux, nier toute implication dans la mort de Carlo. Kay, soulagée, accepte ce démenti de Michael. Cependant, elle semble avoir des craintes lorsqu'elle observe Clemenza, le nouveau capo regime. Rocco présente leur respect à Michael, embrassant sa main et s'adressant à lui comme son égard à Don Corleone, tandis que Kay est mise à l'écart lorsque la porte du bureau de Michael se ferme devant elle. Voilà pour le résumé détaillé de l'histoire. Donc le budget du film produit par la Paramount Alfred Production est de 6 500 000 $, tourné en Technicolor 1,85e, son mono format 35 mm. Le scénario est de Mario Puzo, qui est d'après le roman éponyme, et c'est Francis Ford Coppola. La musique est de Nino Rota et de Carmine Coppola pour la scène du mariage. Francis Ford Coppola n'était pas le premier choix pour réaliser le film. Au moins 5 autres réalisateurs avaient été approchés auparavant. Le réalisateur italien Sergio Leone refusa. Ne trouvant pas d'intérêt à l'histoire, il commença à réaliser son propre film de gangster. Il était une fois en Amérique, centré sur les gangsters du Lower East Side, quartier juif de New York. La rédaction du scénario seul lui prenant une douzaine d'années. Peter Bogdanovich fut également approché pour réaliser le film, mais déclina l'offre au profit de On se fait une valise, Doc.
Peter Yates, Richard Brooks et Constantin Costa-Gavras refusèrent tous les uns après les autres. Robert Evans, à la tête de la Paramount à cette époque, chercha spécifiquement un Italo-Américain pour diriger le film, parce que les précédentes productions sur la mafia, faites par des réalisateurs non italo-américains, avaient été des échecs au box-office. Il voulait, selon ses propres mots, que cela sente le spaghetti. Quand Coppola soumit l'idée de faire une métaphore du capitalisme américain couplée à la culture italienne et spécifiquement sicilienne, la Paramount lui offrit la réalisation. Dans une interview de 1997, accompagnant l'édition en coffret pour le 25e anniversaire de la sortie du film, Coppola explique « Il voulait le faire avec un très petit budget, c'est sûrement pour cela que j'ai été engagé. J'étais jeune, j'avais 2 enfants et un bébé en route. Je n'avais pas vraiment d'argent, donc je n'ai eu d'autre choix que de réaliser le film pour le studio. » À cette époque, Francis Ford Coppola avait déjà réalisé 8 films, dont le plus notable était la version cinématographique de la pièce musicale Finjan Rainbow, bien qu'il ait reçu un Oscar pour avoir co-scénarisé Patton en 1970. Coppola, avec des dettes auprès de la Warner Bros. À la hauteur de $400 000 à cause du film de George Lucas THX 1938 qu'il avait produit, il accepta le parrain sur un conseil de Lucas. Durant le tournage, les tensions furent importantes entre la Paramount et la Coppola. Il faillit être remplacé à plusieurs reprises et dès la première semaine, Coppola fut congédié après que Pacino se fut sévèrement blessé, retardant la production. Même si selon Coppola la première semaine se passa bien, Paramount était très sceptique dès le début de la production. Le studio jugeait Coppola peu fiable quant au respect de la durée du tournage prévu. Non-respect des horaires, erreurs de production et de distribution, dépenses inutiles. Ce qui allait inévitablement aboutir à un non-respect du budget prévu. Dans le commentaire inclus au DVD, Coppola explique que 2 des producteurs avaient cherché sans succès un nouveau réalisateur pour reprendre son travail seulement quelques jours après le début du tournage. Heureusement, la scène de l'assassinat de Solozzo McCluskey fut tournée le 3e jour et fut rapidement vue par la direction de Paramount, qui fut alors rassurée par le travail de Coppola et de Pacino. Le réalisateur fut toutefois soumis à de grandes tensions, étant surveillé constamment dans son travail. Durant les premières semaines de tournage, le producteur exécutif tenait régulièrement à le faire remplacer. Malgré ces difficultés, il fut conseillé à Coppola de ne jamais démissionner lui-même, car alors il n'aurait pas été payé. Le réalisateur attendait donc d'être renvoyé, toujours en travaillant le mieux possible, sachant que les studios renvoyaient généralement les employés en fin de semaine. Avant le début du tournage, la Ligue des défenses des droits civiques des Italo-Américains, un groupe de pression visant à lutter contre les préjugés stigmatisants envers cette communauté, commença une campagne pour boycotter la réalisation du film et fit pression sur la production. Elle accusait le film de dénigrer tous les Italo-Américains en les assimilant à des mafieux. Ironie de la situation, le président de cette organisation était Joseph Colombo, patron de la famille Colombo, l'un des 5 familles du crime organisé installées à New York. Finalement, le producteur Albert S. Ruddy rencontra Colombo et le deuxième parvint à un accord. Les expressions mafia et Cosa Nostra ne devaient pas apparaître dans le script ni être prononcées dans le film. Après cet accord, la Ligue aida dans la production du film, notamment en fournissant la maison et le jardin pour la scène de mariage du film à Todd Hill à Staten Island. Coppola fit des choix qui ne plurent pas au cadre de studio de Paramount, particulièrement Marlon Brando pour le rôle de Don Vito Corleone. Ses 2 premiers choix étaient Brando et Laurence Olivier, mais l'agent d'Olivier refusa. Lord Olivier ne prend aucun travail, il est très malade, il va bientôt mourir et il n'est pas intéressé.
Olivier mourut 18 ans après ce refus. La Paramount, qui voulait engager Ernest Borgnine, refusa de permettre à Coppola d'engager Brando, citant les difficultés de ce dernier sur les plateaux de ses récents films. Un des cadres du dirigeant du studio proposa à Danny Thomas pour le rôle, arguant du fait que Don Corleone était un puissant homme de famille. Le président de Paramount, Stanley Jaffe, lui déclara de façon péremptoire: Marlon Brando ne fera jamais ce film. Après avoir plaidé sa cause auprès des cadres, Coppola eut la permission d'engager Brando à la condition qu'il touche un salaire bien moindre que dans ses précédentes productions, qu'il accepte de tourner un bout d'essai et qu'il bloque une certaine somme d'argent qui servira à rembourser la production s'il causait du retard dans le tournage, comme il l'avait fait sur de nombreux tournages précédents. Coppola choisit Brando à la place de Borgnine seulement après son essai. L'interprétation de Brando doit beaucoup à l'imagination de l'acteur, qui usa de deux procédés pour se fondre dans la peau du parrain. Insertion de mouchoirs en papier dans les joues afin d'alourdir le bas du visage. Il estimait que le parrain devait ressembler à un bulldog, et cheveux colorés au cirage. C'est grâce à cet essai que les cadres des studios Paramount l'acceptèrent, notamment Charles Bluhdorn, qui fut franchement fasciné par sa prestation. Finalement, Brandon a remporté un Oscar pour sa prestation, qu'il refusa pour marquer son opposition à la façon dont le cinéma nord-américain traitait les Indiens dans les films. Le studio voulait Robert Redford ou Ryan O'Neal pour interpréter Michael Corleone, mais Coppola voulait un inconnu qui ait l'air d'un Italo-américain, ce qu'il trouva en Al Pacino, fils d'Italo-américain et petit-fils d'Italien originaire de Corleone en Sicile. Al Pacino était alors peu connu à l'époque, ayant fait que 2 petits films, et le studio ne le considéra pas adapté au rôle, notamment en raison de sa petite taille. Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Martin Sheen, James Caan ont également auditionné. Elvis Presley, qui était intéressé par le rôle, n'a pas auditionné. Au début, Caan était le premier choix pour jouer Michael, alors que Carmine Caridi était engagé pour jouer son frère aîné, Sonny. Pacino, donc c'était le premier grand rôle, se vit confier celui seulement après que Coppola eut menacé de cesser la production. Caan alors explique que Coppola envisageait Michael comme le Sicilien type et Sonny comme son pendant américain. Les studios acceptèrent le rôle à Pacino après avoir vu sa prestation dans Panic à Eagle Park, à condition que Caan fût engagé pour le rôle de Sonny à la place de Caridi. Malgré son physique d'Européen du Nord et ses différences physiques notables avec le personnage du roman, petit, trapu et cheveux noirs, Coppola et Puzo s'accordèrent pour créer un rôle pour Caridi dans les suites. Je bois un coup, excusez-moi. Avant que Robert Duvall ne soit engagé, Paul Newman, Bruce Dern et Steve McQueen furent envisagés pour le rôle de Tom Hagen. Sylvester Stallone auditionna pour les rôles de Carlos Rizzi et Polly Gatto, Anthony Perkins pour Sonny et Mia Farrow pour Kay. Albert S. Roddy proposa dans un premier temps le rôle de Moe Greene à Peter Falk. D'abord très emballé, l'acteur changea finalement d'avis en découvrant dans le scénario qu'il s'agissait d'un personnage mineur. Hésitant à exprimer son refus au producteur, Falk lui fit une mauvaise blague en le rappelant quelques jours de retard, en lui affirmant qu'il avait engagé un détective privé pour retrouver son personnage dans le script. William Neven et Mario Adorf ont été auditionnés pour le rôle qui revient en définitive à Alex Rocco. Al Pacino, James Caan et Diane Keaton ont reçu $35,000 pour leur travail sur Le Parrain. Robert Duvall a été payé $36,000
pour 8 semaines de tournage. Marlon Brando a finalement reçu 50 000 $ de salaire pour 6 semaines plus 5% des recettes du film, soit un total de 1,5 million de $. Brando a par la suite vendu ses parts à Paramount pour 300 000 $. Le tournage se déroula entre le 29 mars 71 et le 6 août 71, en une scène entre Pacino et Keaton tournée durant l'automne. Le film est un succès commercial, battant de nombreux records pour devenir le film le plus rentable de l'année 72. Le film rapporte ainsi 81,5 millions de $ sur le marché nord-américain au moment de sa sortie en salle. Lors de sa ressortie en 73, il rapporte 83,7 millions de $ supplémentaires. Le total de recettes générées augmente encore avec une sortie limitée en 97. Et pour l'année 72, le total s'élève à près de 135 millions de $. De ce fait que Parrain est censé battre le précédent record de Autant n'emporte le vent, comme le film le plus rentable. Il gardera cette place jusqu'en 1975, étant détrôné par Les Dents de la Mer. Voilà ce que je voulais dire sur ce beau film fort. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Ciao ciao.